Bonjour à tous et à toutes. Un nouveau live Facebook et YouTube. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre Jovanovic, comment allez-vous? Ça va, confiné, mais ça va, Bon, ça va. tant mieux. Vous respectez donc les mesures prises par notre cher gouvernement sur les mesures de confinement. Bah oui, Donc, évidemment que je les respecte. Même si ça me rend foudrage, mais ça nous oblige tous, si vous voulez, à essayer de ralentir la propagation de ce virus, quoi. d'accord. Alors, on va aborder plusieurs thèmes. Je vous présente, vous êtes journaliste économique, hein, auteur de plusieurs livres à succès, de best-sellers, et vous tenez aussi le site quotidien.com où vous proposez une revue de presse internationale un peu décalée. On y voit des choses qu'on ne voit pas dans les grands médias. D'ailleurs, vous n'êtes pas un grand habitué des grands médias mainstream, hein, Pierre Jovanovic. Hein. On ne vous voit C'est-à-dire pas que sur de grands plateaux. si je passais, si vous voulez, sur les grands médias, je pense que le lendemain, tous les Français videraient leur compte bancaire. Donc, ils sont pas fous. Vous savez, comme les banques maintenant possèdent les médias. Donc, mais vous savez, ceux qui me suivent le plus, notamment, moi je le vois sur LinkedIn, ce sont justement les banquiers et les traders. C'est très très intéressant d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ils viennent chercher des infos finalement chez vous pour anticiper l'avenir qui s'annonce sombre. Mais on va en parler de tout ça. Il y a beaucoup de choses Vous à savez, dire. j'ai regardé les statistiques il n'y a pas très longtemps. J'ai à peu près, il y a 3 millions de visiteurs uniques. Alors même si vous enlevez la moitié qui se sont égarés là, ça laisse quand même 1,5 million. Ce qui est quand même extrêmement puissant, si vous voulez, comme média. De toute façon, vous n'avez plus d'informations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 1 mois et demi, vous n'avez plus strictement, à part le virus, bien entendu, et encore, ils vous racontent ce qu'ils veulent bien vous raconter, mais vous n'avez plus aucune autre information. C'est une véritable catastrophe, alors qu'aujourd'hui, dans certaines régions de France, les gens ne peuvent plus retirer, ils demandent 300 euros, on leur donne 100. Tout est limité, tout est bloqué. Je peux vous dire que c'est un truc qui arrange les banques. Mais le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les banques sont mortes. Voilà. Et elles sont Oui. 2 fois mortes à cause du coronavirus, justement. Et on va aborder tous ces sujets parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Les gens commencent à se connecter et c'est tant mieux. N'hésitez pas à liker, à partager. On est en diffusion en simultané sur Facebook et sur nos pages de Facebook avec Pierre Jovanovic. Voilà, vous êtes typiquement le genre d'invité qu'on aime recevoir. Hein, ces voix discordantes, on est passionné par les voix discordantes. On est un média indépendant aussi. Ceci explique peut-être cela également. On invite qui on veut. Donc, on va aborder, Pierre Jovanovic, la crise du coronavirus. La crise bancaire qui s'annonce ou qui est déjà là, vous nous le direz. La situation des banques, vous avez commencé un peu à en parler. Les conséquences pour les épargnants à court ou moyen terme. Je voudrais aussi qu'on parle de la mondialisation et qu'on finisse par le Liban, le fameux bank run, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Vous étiez, je crois d'ailleurs, au Liban le jour où Carlos Ghosn. Attendez, le Liban, c'est très important. Vous faites bien d'en parler, c'est dommage d'en parler en dernier. On va peut-être commencer par celui-là. Ben, commençons par ça. Allez, on commence par le Voilà. Liban. Parlez-nous du bank run. Qu'est-ce qui se passe au Liban et pourquoi c'est important? Alors, au Liban, enfin, ce qui est important de savoir pour vos spectateurs, je voulais que c'était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient. C'est-à-dire tous les riches d'Algérie, Maroc, Tunisie, enfin tout le Moyen-Orient, installaient, si vous voulez, son argent, on va dire, dans une banque libanaise. Il y a autant de banques au Liban, si vous voulez, qu'il y en a en Suisse. Je pense même qu'il y en a plus d'ailleurs à Beyrouth qu'à Genève ou à. Enfin, je pense de noms de banques. Et depuis à peu près 8 ans, nous avons ce qu'on appelle les taux négatifs. Les taux négatifs, c'est le taux qu'on rémunère l'argent qu'on dépose à la banque. Hein, jusqu'à présent, tout le monde suit. Eh bien, les banques centrales ont fabriqué tellement de fausses monnaies que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle des taux négatifs. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent liquide disponible, tout le monde veut prêter et du coup, bah, l'offre étant supérieure à la demande, eh bien, on obtient l'inverse de Weimar, de ce qu'on a vu en Allemagne en 1920, dans les années 20, c'est-à-dire les taux négatifs. Et juste pour vous dire quelque chose d'intéressant, là, on vit une époque absolument extraordinaire parce que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu d'abord des taux négatifs. Vous me suivez? Des taux Oui, négatifs. je vous écoute. Ça n'a jamais existé. Peut-être une fois, très très rare fois, et c'est en Suisse, et c'était justement dans les années 70. Et là, vous avez une nouvelle première mondiale, c'est-à-dire le commerce mondial qui s'arrête d'un seul coup. Voilà. Donc, le mélange des deux
alors là, nous sommes face, si vous voulez, à une espèce de catastrophe, on va dire nucléaire, financière ou nucléaire, dont les retombées vont être absolument dramatiques, mais véritablement dramatiques. Vous aurez des centaines, je le dis depuis maintenant un mois et demi, vous aurez des centaines de milliers de défauts de paiement de l'horticulteur en passant par le blanchisseur jusqu'à la PME, etc. Et justement, le Liban était le signe précurseur, c'est-à-dire que en faisant un défaut de paiement sur tous ces bons du Trésor, le pays a fait un défaut de paiement, et à partir de ce moment-là, tout s'est enclenché. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, si vous voulez, que les taux négatifs ont détruit le monde. Et là-dessus, donc, vous avez le virus. Et alors là, je peux vous dire que le système économique ne repartira pas comme c'était le cas avant. Déjà, le système financier était bancal. Et aujourd'hui, les Libanais sont en train de crever la faim. Il y a énorme. Moi, je suis abonné à des journaux libanais. Je vois ce qui se passe, je vois ce qu'ils disent. Les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'avaient pas d'argent devant eux, devant eux, pardon, se suicident. J'ai vu des chauffeurs de taxi dont c'était la seule libanais, c'était leur seul moyen de travail, qui ont mis le feu à leur voiture avant de se suicider. Enfin, je veux dire, on va avoir des vagues. Et ce qui se passe au Liban va se passer en France, va se passer dans les autres pays. Vous pensez que c'est l'avant-garde, Pierre Jovanovic? Vous pensez que c'est l'avant-garde? Pardon? Vous pensez que c'est l'avant-garde, finalement, de la crise financière, le Liban, ce qui se passe au Liban? Oui, parce que c'était un Ponzi. C'était un système Ponzi. Le système bancaire libanais, jusqu'au mois de décembre, même jusqu'au mois de janvier 2020, alors que le monde entier est en taux négatif, donc des moins 0,1, 0,4, 0,1, moins 0,1, on va dire, etc., ou même plus parfois, eux, ils rémunéraient à 8, 12, parfois 18. Et après, ils s'étonnent de faire un défaut de paiement, mais c'était évident. Donc là, la Banque centrale du Liban, en ce moment, il est même question de dire que tous les dépôts vont être ponctionnés. C'est-à-dire que le Libanais qui a mis de côté, on va dire, je sais pas, 10 000 $, 20 000 $ ou 100 000 $, peu importe, on va lui en prendre 20% ou 30 ou 50, je ne sais pas encore. Mais ça va être colossal. Et la même chose nous attend là, en septembre, octobre, je ne sais pas quand. D'ailleurs, le FMI, c'est pas Christine Lagarde, le FMI a demandé officiellement à ce que les dépôts, à ce qu'il y ait une saisie des dépôts bancaires de l'équivalent de 10 ou 20%, je me souviens plus du pourcentage. Donc ça vous montre bien ce qui nous attend. C'est très très important. Donc si vous laissez votre argent en banque, attendez-vous à un haircut. Vous voyez, un haircut, c'est la coupe des cheveux, quoi. J'ai écrit sur la ça va être une coupe à la Légion étrangère, vous voyez, c'est incorporation. Alors moi, je vais vous poser une question sur les médias. Pourquoi les médias français? Parce que moi, la dernière fois que j'ai entendu parler du Liban, j'ai entendu parler Liban, Carlos Ghosn. Entre-temps, j'ai plus rien entendu sur le Liban. On a parlé du bank run. On a vu des vidéos. Vous avez parlé aussi de vidéos incroyables dans les banques. Grand média, contrôlé, on va dire, par l'État, n'a parlé du Liban parce que ça stresse les gens. Le mot d'ordre depuis Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas donner d'informations sur la crise financière en France et ailleurs, et surtout aux États-Unis. Je vous redonne un exemple. Lorsque Wall Street a explosé en 2008, d'accord, la presse mondiale a titré le lendemain le grand crack, l'explosion de Wall Street. Que s'est-il passé en France? Je l'ai déjà dit, mais je vous le redonne. Les services de Nicolas Sarkozy ont téléphoné au syndicat du livre CGT et ont dit, bon, écoutez, on a besoin d'une grève là, de toute urgence. Et le lendemain, le seul pays où il n'y a aucun journal quotidien papier qui est sorti, donc c'est en 2008, c'était en France, pour ne pas parler de l'explosion des banques. Donc le mot d'ordre, c'est de ne pas parler. Donc vous comprenez pourquoi il y a autant de gens qui suivent le Maroc de presse. C'est aussi simple que ça. Vous savez, mes plus grands abonnés, je le vois sur LinkedIn, je le vois bien, parce que LinkedIn vous donne les statistiques et vous disent dans quelle société vous êtes le plus suivi. Et donc je vois BNP, Société Générale, UBS, Crédit Suisse, toutes les banques, Santander, etc. C'est absolument hallucinant.
Il y a énormément de Suisses, par exemple, les traders aussi, bien entendu. Parce que j'ai annoncé aux gens, vous savez, on était très peu nombreux en février 2008 à annoncer aux Français, enfin même au monde, on était très très peu à dire Wall Street va exploser, les banques ont sauté. Elles sont à découvert, elles devraient être interdites de checker. Wall Street va exploser. Moi, j'ai commencé la revue de presse, je vous rappelle, en février 2008. Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, c'est-à-dire 6 ou 7 mois plus tard. Donc, vous comprenez. Et alors, je reviens au Liban, là, on rattache les wagons. Je suis arrivé à Beyrouth le 8 janvier, et c'était le même jour que la conférence de Carlos Ghosn. Il y avait 300 journalistes ou 400 journalistes qui étaient là. Tous n'ont pas pu rentrer parce que Carlos Ghosn a choisi, bien entendu, les médias qui allaient le suivre, etc. Et de toute façon, la salle n'était pas assez grande. Mais moi, je m'en foutais, j'y allais pas pour Carlos Ghosn, je m'en tape. Il y avait 300 journalistes qui étaient là à Beyrouth. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était tourner la tête et voir l'autre côté du trottoir les gens qui se battaient dans les agences bancaires. C'était le plus grand bank run du XXe siècle. L'Argentine à côté, c'est rien de 2001. Et non, rien. Ils ont tout focalisé sur Carlos Ghosn, à se demander même, je ne vous cache pas que je me suis posé la question, à se demander même si ça n'a pas été organisé justement pour détourner l'attention du défaut de paiement. Parce que s'il y a bien des gens qui savaient qu'ils allaient faire des dépôt, c'est bien les Américains. Que le Liban, le système libanais allait exploser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Libanais ne peuvent même plus retirer leur dollar. Ils ne peuvent retirer que des livres libanaises, une monnaie à laquelle personne n'a confiance en la livre libanaise. C'est un drame. Mais vous voyez la putasserie, la prostitution des médias contrôlés par les banques. Moi, je vous signale, tenez, vous prenez par exemple la chaîne économique américaine CNBC. Elle appartient à qui? À General Electric, qui vend des missiles, des systèmes de guidage, des avions, et j'en passe et des meilleurs, de l'armement. Le Figaro appartient à qui? À Dassault, c'est un vendeur d'armes. Lagardère, c'est un vendeur d'armes. Il possède, je ne sais pas quoi, Paris Match, entre autres, Europe 1, etc. Tous ces mecs sont des putes. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent les médias juste pour leur petit business, et le reste, ils obéissent au gouvernement. Voilà. Et BFM est leur meilleur exemple. Il appartient à un citoyen israélien qui a fait un deal avec Macron en disant « Tu me donnes SFR, je te fais élire. » Voilà. Et donc, BFM obéit, comme iTélé d'ailleurs. Enfin, ça s'appelle plus iTélé maintenant. C'est News maintenant. C'est News, ouais. C'est News, mais c'est pareil, c'est la même merde. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué, vous avez exactement les mêmes sujets qui sont traités de BFM à iTélé, en passant par le journal de France 2. C'est exactement les mêmes sujets, parfois, et très souvent même les mêmes images. Je veux dire, tous les Français l'ont remarqué. Vous n'avez plus d'informations. Les banques ont compris que si elles voulaient s'en sortir, elles devaient contrôler les médias pour appuyer sur les politiques, de manière à ce qu'ils votent les lois en leur faveur. C'est pas par hasard que le Crédit Mutuel a acheté 50% de la presse régionale française, quand même. Attendez, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens d'une anecdote, vous savez, au Salon du Livre de Nancy, qui était financé en partie par le Crédit Mutuel, et donc il faisait un jeu, vous savez, en plein air, comme ça, devant les tentes, là où il y a le Salon du Livre, et donc il y a il prenait un mot au hasard dans le dictionnaire, et puis le public devait dire un synonyme. Et donc le mot est tombé sur banquier, et tout le monde a hurlé voleur. C'était spontané, c'était un cri du cœur. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi il y a autant de gens qui suivent ma revue de presse. Parce que cette revue de presse, si vous voulez, elle est quand même différente des autres revues de presse, dans le sens où il y a quand même beaucoup de passages en anglais. Aujourd'hui, tout le monde peut suivre. Si vous prenez le passage en anglais, vous le mettez dans Google Trad et vous avez le truc. Mais la plupart des gens, si vous voulez suivre cette revue de presse, parce que c'est en plus d'être informés, ça maintient leur anglais au jour le jour, quoi. Ils sont up-to-date, comme on dit. On va rentrer dans le vif du sujet parce que le temps passe. Oui. Oui, allez-y. Donc aujourd'hui, le Liban, les Libanais n'ont plus rien à manger et ça va se terminer par une révolution. D'ailleurs, il y a une semaine, il y a déjà eu des nouvelles grèves spontanées
que l'armée libanaise a réprimé de manière assez vraiment drastique. Hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce qui se passe au Liban va se passer en France à un moment donné ou à un autre parce que les banques sont en faillite. Voilà. Je parle en justement, général, les crédits agricoles. On va en parler justement de ces banques et on essaiera aussi d'aller faire un tour au Liban, Putsch, parce que nous sommes un média indépendant. C'est aussi peut-être pour ça qu'on vous reçoit et d'autres personnalités discordantes. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes déjà très nombreux sur le live. N'hésitez pas à liker, à le partager. On est avec pour de longues minutes encore avec Pierre Jovanovic. Deuxième question, Pierre Jovanovic. La crise du coronavirus, c'est un nouveau coup porté au désastre bancaire qui s'annonce ou qui est déjà là, selon vous? Quelle est la pierre angulaire du coronavirus? Ça va précipiter la crise? Alors, j'ai une analyse différente là-dessus. Mon analyse est la suivante, c'est-à-dire que, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé du 29 septembre 2008. Le 29 septembre 2008, c'est là où les banques ont explosé, d'accord? Le mois d'octobre, novembre, décembre, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Toutes les banques cherchaient des centaines de milliards pour essayer de se renflouer, etc. Les clients étaient paniqués, tout le monde retirait son argent. Enfin bon, je vous épargne les détails. Toute l'année 2009, ça a été ça. Qu'est-ce que vous avez eu en l'année 2009? D'un seul coup, une pandémie. Je revois encore, parce que je l'ai vu en direct à la télé, je l'ai vu sur CNN d'ailleurs, qui retransmettait l'Organisation mondiale de la santé, la présidente, c'était une femme, doctoresse, qui avait pris son maillet, son marteau, bam, elle avait tapé, elle disait « Je déclare la pandémie ouverte, la pandémie mondiale, nous sommes en danger ». Tout le monde s'est précipité à l'époque pour acheter des masques et des gels, vous vous souvenez de ça, hein, ça a été la course au gel et aux masques. Il ne s'est rien passé de particulier. Il y avait pas plus de morts en 2009 qu'avant, hein, bon, ceci étant dit. Et là, vous avez une nouvelle crise bancaire qui est d'une gravité absolument invraisemblable et qui a commencé déjà, qui s'est remanifestée donc fin septembre 2019. Et boum, ça tombe bien, on a une nouvelle pandémie. Moi, je trouve que ça tombe vraiment là. Les virus sont vachement intelligents, ils viennent au secours. Ils viennent au secours des banquiers. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Et bien ça voudrait dire qu'ils vont essayer d'expliquer, on va essayer d'expliquer que la crise s'aggrave à cause du coronavirus. C'est ça, si je vous suis, Pierre Jovanovic? Tout à fait. Tout à fait, vous me suivez parfaitement. C'est-à-dire que les banques étaient déjà bancales, c'est le cas de le dire. Et là, elles se sont pris une météorite sur la figure. C'est-à-dire que là, déjà, elles étaient en faillite, mais là, elles sont mortes. Là, elles sont littéralement mortes. D'une part, parce qu'il n'y a plus l'argent qui rentre dans les banques. Il y a énormément de gens qui sont au chômage. Je ne parle pas de la France, parce que là, on a encore un système social qui peut tenir, mais pour combien de temps, je ne sais pas. La France emprunte tous les jours. Je vous donne un exemple. Il y a une semaine, la France l'agence France Trésor a emprunté sur les marchés financiers de toute urgence 70 milliards pour la sécurité sociale. Hein, ça concerne ce qu'on appelle l'ACOS. Ils vont emprunter comme ça, ça va durer encore 2 mois, ça va être le mois prochain, ça va être 100 milliards, après ça va être 200 milliards. Enfin bon, bref, comme la France est déjà endettée à 100%, je peux vous garantir que vous aurez un super impôt, comme le réclame le FMI, pour sauver d'une part pour sauver les comptes du pays, et ensuite pour sauver les banques françaises. On est en train d'endetter toutes les générations à venir. Et je peux vous dire que ce que j'appelle le jour d'après va être absolument terrible. Donc, faites très attention, je dis à vos spectateurs, faites très attention au projet, parce que Monsieur le maire dit oui, ça va repartir du jour au lendemain. Vous savez, un peu comme si vous remettiez le clé dans votre voiture, vous tournez, brum, ça redémarre. Ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être très très lent. Là, il y a une explosion. Et il va falloir attendre au moins 6 mois, 1 an pour que la poussière retombe. Voilà. Et je ne vous parle même pas, si vous voulez, des risques exactement comme la grippe espagnole. Vous savez, il y a eu une courbe comme ça qui était très grande. Et ensuite, à nouveau, il y a une autre petite courbe. Hein, il y a eu un retour de la grippe. Et ça va faire la même chose pour le coronavirus, évidemment. Voilà. J'ai envie de vous poser une question, Pierre Jovanovic. On a tiré aucun enseignement de 2008. Vous compariez récemment chez nos confrères de Planète 360 au film Fantasia, au film d'animation Fantasia. On est dans le délire le plus complet là aujourd'hui?
Oui, j'ai comparé ça vous savez, Mickey avec ses balais, avec ses seaux d'eau, parce que c'est des liquidités. Voilà. Mais ils sont devenus complètement fous. C'est-à-dire que là, le Fantasia, si vous voulez, le magicien, le grand magicien, le maître, le sage, il n'est pas revenu. Donc là, ils ont continué. Là, c'est des milliards de balais qui sont en train de se reproduire. C'est ce que j'ai dit sur la vidéo de Planète 360. D'ailleurs, qui est en train d'atteindre le demi-million. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça vous montre bien à quel point les Français sont en manque d'informations économiques. Un demi-million, c'est énorme. Hein, c'est des sujets économiques quand même. Hein, c'est pas, c'est pas des leçons comment dire, d'humour ou de ceci ou cela. Là, ils sont devenus fous. En 2015, en janvier 2015, Mario Draghi, gouverneur de la Banque centrale, a dit on fera ce qu'il faut, y compris de la planche à billets. Ils ont lancé leur planche à billets et ils ont dit on fait du 80 milliards par mois. Donc ils ont fait ça pendant 3 ans, 4 ans. Là, la Fed et même la BCE, ils en sont à 80 milliards par heure ou 100 milliards par heure, tous les matins, tous les soirs, pour sauver les banques. Là, la Banque centrale européenne est en train de faire de la cavalerie. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'endetter le futur de l'ensemble de la zone euro. Ça va être, mais je vous assure, ça va être dramatique, quoi. Ça va être. J'ose même pas imaginer les mouvements sociaux que ça va déclencher. L'austérité. C'est-à-dire qu'on se moquait des Grecs en disant ils se sont tapés l'austérité des Allemands, mais là, l'austérité qui va nous tomber dessus, mais ça va être monstrueux. Monstrueux. Et vous dites souvent, alors je rebondis là-dessus, vous me tendez une perche, vous dites souvent que, enfin vous l'avez dit, je vous ai entendu dire, la démocratie a été volée par les banques. Est-ce que ça, à un moment donné, vous parlez de troubles sociaux? On imagine d'ailleurs, c'est le cas en Italie du Sud. Aujourd'hui, il y a des troubles sociaux en Italie du Sud. On en parle très peu dans les grands médias suite à une précarisation. Et ça, on en parle nous chez Putsch. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner à un moment donné une paupérisation. On va revenir à la soupe populaire de 29 à Chicago. Ouais. Exactement. D'ailleurs, sur ma revue de presse, je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, vous avez des photos où vous avez des files de voitures aux États-Unis déjà. Hein, parce que les Américains, contrairement à nous, eux, ils sont payés toutes les semaines. Et donc, ça fait maintenant, ça va faire 3 semaines qu'ils sont plus payés. Donc, la soupe populaire en genre 1929, 1930, elle a commencé. On le voit également en Italie. Vous avez des supermarchés qui ont été attaqués. Maintenant, vous avez la police et l'armée devant les supermarchés. Je ne sais pas si vous imaginez le spectacle. La même chose à New York, la police est en train de surveiller. Mais si le confinement continue, ça va être dramatique parce que ça va. Écoutez, regardez bien, c'est un truc que j'ai déjà expliqué. Vous avez une première manifestation de la colère du peuple français avec le bonnet rouge. Pour des taxes, hein. C'est des taxes sur un péage sur les routes, enfin une espèce de folie habituelle des socialistes. Cette colère du peuple, qui était d'abord régionale, c'est-à-dire en Bretagne, a morphé, elle s'est transformée, elle a grandi, elle est devenue ensuite les gilets jaunes, c'est encore plus grand. Le gouvernement Macron a littéralement éborgné les gens, les a blessés, de tirer dessus au LBD 40, etc. Honte à la gendarmerie d'avoir fait ça et la police nationale. C'est plus la police d'ailleurs que les gendarmes. Mais cette colère va à nouveau c'est-à-dire se transformer en quelque chose d'encore plus grave et encore plus grand. Et je peux vous dire que vu l'incompétence crasse de ce gouvernement, la débilité profonde de leurs annonces les unes après les autres, mais aujourd'hui, je peux vous dire que la colère des Français va se manifester une fois le déconfinement terminé. D'ailleurs, le gouvernement Macron pisse dans son froc à l'idée de déconfiner. Je peux vous le dire, ils ont tout intérêt, si vous voulez, à mettre le confinement, à nous obliger à rester chez nous jusqu'aux vacances. Ça, je vous le dis, oui. Ça va être terrible. La colère des gens va être terrible. Ça va être effroyable. Donc, vous avez parlé, les bonnets rouges d'ailleurs pour les taxes, les portiques effectivement en Bretagne, les gilets jaunes, les opposants à la réforme des retraites qui commençaient quand même, qui ont pris beaucoup de part. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal d'interviews aussi comme vous qui nous disent à la fin de ce confinement, il risque d'y avoir des problèmes sociaux très graves. Certains le mettent dès le confinement, d'autres se disent que ça va durer 2-3 mois. Mais comment il pourrait y avoir une résurgence de la démocratie? Est-ce qu'on pourrait finalement, se sortir de ce système? C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Mais il n'y a plus de démocratie. Je rejoins votre question précédente. Il n'y a plus de démocratie pour une raison très simple. C'est parce que les banques
c'est ce que je vous ai dit en entrée d'interview, les banques ont acheté les médias. N'oubliez pas la phrase de Bourdieu. Les riches achètent les médias pour donner leur information aux pauvres. Ben là, vous l'avez en grandeur nature. Bourdieu n'aurait jamais pu imaginer à son époque de voir ce qu'il y a aujourd'hui. Vous avez un milliardaire qui a renoncé à sa nationalité française, qui est devenu israélien, qui a racheté l'Express, Libération, BFM, je ne sais plus combien d'autres journaux, et qui nous donne les informations qui décident de ce qui va passer à la télé. Tous les médias ont été achetés par les banques. Je vous donne un exemple typique, vous n'avez même pas besoin de... Rappelez-vous, c'était dans les années 90, si mes souvenirs sont bons, la banque Rothschild qui achète Libération, fondée par des maoïstes, hein, Serge July, sur la base de la pensée de Jean-Paul Sartre, l'extrême gauche. Et vous avez un mec milliardaire, multimilliardaire qui achète Libération. Pourquoi il achète Libération? Pourquoi il accepte de perdre des dizaines de millions chaque année? C'est pour donner son information pauvre, pour modifier, si vous voulez, les idées. Et ça, c'était précurseur. Les Rothschild ont été précurseurs en achetant Libération. Aujourd'hui, tous les médias quasiment appartiennent à des milliardaires. Point. Oui, sauf Putsch et d'autres encore. Hein. On est toujours indépendant. C'est difficile, mais on est toujours indépendant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous invite. C'est très gentil, mais regardez, Putsch, je ne sais pas combien de personnes vous touchez, mais vous ne touchez jamais autant de personnes que si vous ouvrez le journal de 20h de TF1. Si notre émission passait au journal de 20h de TF1, je peux vous dire que le lendemain, les banques sont vides. Les Français se précipitent pour vider leurs comptes. Ça, je vous le garantis. Donc vous comprenez pourquoi je ne passe pas dans les médias. Ils ont peur, ils pissent dans leur franc, littéralement. Mais ça vous montre à quel point ce sont des putes. Ce sont des putes, il n'y a pas d'autre mot, il faut le dire clairement. C'est Gerald Celente, c'est un Américain qui a inventé ce terme prostitute. Prostitute, c'est vraiment, ça vous montre bien. Regardez Facebook. J'ai eu la semaine dernière, j'ai envoyé des tweets assez méchants à Sibeth Ndiaye, un porte-parole du gouvernement, de ce gouvernement de débiles profonds. Le lendemain matin, j'ouvre mon Facebook et je vois vous êtes interdit de Facebook Live pendant 60 jours. Et la même chose m'avait été faite sous François Hollande. Pourquoi, à votre avis, Zuckerberg a été reçu à l'Élysée il y a à peu près 6 mois ou un an, je ne sais plus. C'est pour offrir le contrôle du message qui est envoyé, et tout ce qui ne va pas dans le sens de Macron et du gouvernement est censuré. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout vous montrer. Vous voyez, vous avez des trucs comme ça. Ou alors, ce message ne correspond pas à la politique de Facebook, etc. C'est fou, quoi. Voilà. Ils sont en train de... La colère, plus vous refermez le couvercle sur la colère des gens, et plus l'explosion... Vous retardez l'explosion, certes, mais l'explosion va être immense. Voilà, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire, Pierre Jovanovic. Est-ce que c'est pas une mauvaise stratégie de ces gens, finalement, que de mettre ce couvercle-là? Parce que après, vous l'avez dit vous-même, l'explosion va être énorme et populaire. Les gens, après aussi, on tombe dans la défiance de la parole publique, dans la défiance de la parole politique, dans la défiance des médias. D'ailleurs, les médias aujourd'hui mainstream, même les médias, les gens n'y croient plus. Les audiences et les statistiques qui tombent dessus, c'est effrayant. Nicolas, vous venez de le dire, mais on l'a vu à l'œuvre, là, avec ce... vous avez le président Macron qui vous dit oui, il faut sortir, il faut aller au théâtre. Ensuite, ils vous disent non, on n'a pas besoin de mettre de masque, etc. Ensuite, non, la chloroquine, il faut pas la. Alors que moi, je vois tous les médecins américains qui ont testé la chloroquine. À Los Angeles, ils l'ont testé encore la semaine dernière. Taux d'efficacité 90%. Voilà. Donc, on voit bien qu'ils sont complètement cinglés. Vous avez Sibeth Ndiaye qui dit non, il ne faut pas mettre de masque. De toute façon, moi qui suis ministre, je ne sais pas mettre un masque. Je veux dire, attendez, quand on arrive à ce niveau de conneries, de bêtises et surtout de ridiculisation, mais comment voulez-vous que les Français aient confiance dans ce gouvernement? Ils sont morts. Là, techniquement, ils sont morts. D'ailleurs, Édouard Philippe est foudrage contre Sibeth Ndiaye et la politique de communication de l'Élysée. Le type porte tout sur ses épaules, alors que vous avez des technocrates qui pratiquent la nova langue, c'est-à-dire ils disent tout, mais une fois que vous retranscrivez tout ça par écrit, vous vous rendez compte qu'ils disaient rien. Voilà, et c'est la grande spécialité de Macron et son équipe. C'est des technocrates de la nova langue, c'est des glandeurs qui ne disent rien. Il n'y a aucune efficacité, zéro.
Et c'est pour ça que je vous dis, cette colère du peuple va ressortir à un moment donné un d'autre. Parce que jamais 203, bonnet rouge, gilet jaune, hein, la prochaine étape, je vous dis, boum, ça va être quelque chose. Alors, je voulais qu'on reparle de cette crise économique qui va frapper en France. Elle va forcément frapper en France et de façon très brutale. Est-ce qu'on pourrait avoir, dans quelques semaines, Pierre Jovanovic, finalement des cimetières de petits commerces, des centres-villes totalement à l'abandon par des gens qui ne pourront plus rouvrir leur commerce, détaillants, artisans, bar tabac. Est-ce que ça pourra arriver? Est-ce que ça pourra donner finalement un grand cimetière urbain? Absolument. Et pour deux raisons. D'une part, toutes les personnes qui suivent ma revue de presse depuis des années savent que je les ai informés et avertis, et je pense que vous-même, vous l'avez vu, ainsi que nos spectateurs, du nombre de boutiques vides abandonnées bien avant le coronavirus. Hein. C'est quelque chose qui s'est développé comme un cancer. Eh bien, là, écoutez, c'est simple, la France est à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% qui fonctionnent. Les chauffeurs de taxi à Paris ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. Les buralistes ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. Il n'y a qu'en province où les hypermarchés font encore leur truc. Le boulanger a perdu 50% ou 60% de son chiffre d'affaires. Tout le monde, il n'y a que les pharmaciens éventuellement, mais le reste, c'est 80%. Donc, effectivement, vous aurez un cimetière de commerce mort et de commerçants morts. Mais là où je termine ma réponse, c'est que ce que j'ai vu et que vous avez vu également, vous avez vu les publicités, nous ne laisserons pas, hein, c'est la pub du ministère des Finances, nous ne laisserons pas les commerces faire faillite, etc. Et ce que je vois, c'est que les banques empêchent les commerçants d'accéder à ce prêt de la BPI parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'elles n'y gagnent rien, et elles veulent faire signer aux commerçants des prêts aux conditions de la banque avec caution personnelle. Alors que le prêt BPI, il n'y a pas de caution, le commerçant n'a pas de caution personnelle à donner, c'est l'État qui se porte caution. Donc, c'est là une des raisons pour laquelle les banquiers fous, criminels, vont rajouter une couche et ça va être, vous allez obtenir quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Oui, parce que vous pensez finalement que ce sont des incantations, les déclarations de Bruno Le Maire par rapport à ce qui se passe sur la réalité du terrain entre les banques, les entrepreneurs et les... C'est ça pour vous? Exactement. Il y a une réalité, c'est-à-dire c'est la méthode Sarkozy. Hein, Sarkozy a inauguré, si vous voulez, le mensonge. C'est-à-dire que, je l'ai vu à l'œuvre, hein, Sarkozy a toujours fait des promesses à tout le monde pour calmer telle ou telle colère ou tel syndicat, machin. Je vous donne 80 millions, je vous donne 100, je vous donne 200, je vous donne 2 milliards. Et au final, les gens, au lieu de leur donner 10 millions, ils leur donnaient, allez, on va dire, je sais pas moi, 80 000 euros. Voilà, et puis après, il faisait traîner en disant oui, on va le donner l'année prochaine. Il faisait traîner comme ça. Il leur redonnait genre 20 000 euros ou 30 000 euros et il faisait traîner jusqu'à l'élection. Voilà, c'est la méthode Sarkozy. C'est ce qu'ils font là aussi. Parce que pourtant Bruno Le Maire a dit que. Oui. Pardonnez-moi, Nicolas. Leurs promesses ne seront pas tenues. Je vois, j'ai des lecteurs, commerçants qui m'écrivent, mais les mecs, attendez, ils n'arrivent même pas à joindre leur banque. Ils n'arrivent même pas à joindre leur banque. J'ai une chef d'entreprise qui m'a écrit en me disant je cherche à joindre le CIC pour monter mon dossier pour la BPI. Ça fait 15 jours qu'ils ne répondent plus ni au téléphone ni au mail. Voilà où on en est. Et c'est la même chose avec le Crédit Mutuel, c'est la même chose pour parce que eux-mêmes ils ont dit ah ben non, coronavirus, on va ouvrir 1 heure par jour. Voilà, terminé. Rendez-vous uniquement par téléphone et c'est tout. Mais la plupart ne travaillent pas. Et ils n'ont aucun intérêt d'ailleurs, parce que le prêt de la BPI ne les intéresse pas, ils n'ont rien à gagner. C'est que de la paperasserie. Vous me suivez? Pour eux, c'est que de la paperasserie. Ils sont les banquiers de la BPI et ils ne gagnent rien dessus. Voilà, donc ils n'ont aucun intérêt, si vous voulez, à aider les commerçants, les patrons de PME, d'entreprises, à obtenir ce prêt. Ça va être dramatique. Moi, je le vois, vous savez, je reçois, écoutez, c'est simple, tous les jours, je reçois entre Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., je reçois entre 100 et parfois 300 messages, 400 messages par jour, donc de lecteurs qui me remontent les informations du terrain. Et c'est absolument, et là je vois les commerçants qui sont en train de se plaindre grave, quoi, hein, parce qu'ils se heurtent face à un mur, alors qu'au même moment, vous avez les publicités à la télé qui vous disent commerçants, nous ne vous laisserons pas tomber, nous sommes l'État, on va vous protéger, etc. Et pendant ce temps-là, les banquiers qui sont censés traiter ça leur
leur disent d'aller se faire voir. Et je suis poli. Pourtant, Bruno Le Maire a fait une déclaration en disant qu'il allait indemniser les entreprises qui avaient perdu 70% de leur chiffre d'affaires à 1500 euros. On a quand même l'impression que c'est quand même pas énorme, 1500 euros pour des gens qui sont noyés et qui pourront même pas faire la demande concrètement. C'est un peu votre idée aussi, Pierre Jovanovic, là-dessus. Bien sûr. Surtout si le confinement dure encore plus longtemps. Je peux vous assurer, si le confinement dure encore un mois, alors là, ça va être la guerre nucléaire en France. C'est comme si une bombe nucléaire invisible était tombée sur la France et tous les commerces ont disparu en fumée, quoi. Il n'y a plus rien. Et pendant ce temps-là, les loyers courent. Hein. Je vous donne un autre exemple. Au 2 avril dernier, donc c'est pas si vieux que ça, il y a à peine une semaine. Au 2 avril, aux États-Unis, donc c'est un chiffre de la Fed, ils devaient s'échanger entre propriétaires et locataires. Donc les locataires devaient payer 3 trilliards de dollars aux propriétaires pour leur location de magasins, de bureaux, de machin, ce que vous voulez, leur appartement, etc. Sur les 3 trilliards, figurez-vous que seule la moitié a été payée. Bon, vous imaginez ce que ça va entraîner après comme effet domino? Et là, vous aurez la même chose. Vous aurez la même chose. C'est un drame. C'est une sorte d'apocalypse financière, commerciale. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine, hein, je vous assure, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On n'a jamais vu ça, jamais, jamais. Ça n'a jamais existé, même en 1929, si vous voulez, il y a eu tout le monde pouvait sortir, même s'il y avait énormément de chômage, même si c'était un drame humain et social, la société ne s'est pas arrêtée de fonctionner du jour au lendemain. Alors que là, si, là on est en train de vivre l'histoire avec un grand H, hein, c'est le cas de le dire. Et pourtant, ces informations-là, vous ne les avez pas parce que tout le monde de toute la France est connecté sur les télévisions les mecs à 19h, ils vous expliquent alors temps de mort, machin, etc. Vous savez, si vous regardez le nombre de morts, aujourd'hui, on en a beaucoup moins qu'en 2018, hein, si vous regardez les statistiques. Mais bon, c'est une autre histoire. Oui, alors vous êtes toujours en direct sur la page Putsch, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à liker ce live, à le partager, à vous abonner à notre chaîne également pour de nombreuses interviews comme celle de Pierre Jovanovic. Il y en a eu déjà, il y en aura encore dans les prochains jours. Merci en tout cas Pierre Jovanovic d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de vous poser une question. Dans 2 mois, si la France, un mois, allez, on est déjà 1 mois, on va en prendre au moins pour 1 mois. D'après, on sait que le président va parler demain soir, je crois. Concrètement, les médias n'en parlent pas, mais même nous, en tant que journalistes, on se rend bien compte qu'il y a un sacré problème. Il y a combien de salariés aujourd'hui au chômage partiel? La plupart risquent de ne pas retrouver leur emploi. Peut-être à la fin, on voit que on vise les bourses. Ça pourrait donner un crash économique, même social. C'est ça que vous envisagez effectivement au début de l'été, en juin, en juillet? Nicolas, le crash économique, on est déjà dedans depuis à peu près octobre. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement. Tous les chefs d'entreprise ont vu une sorte de ralentissement. Les gens ont de moins en moins d'argent, etc. Là, ça a été la goutte. C'était pas une goutte, si vous voulez, c'est une bombe nucléaire qui est tombée dans le vase. Je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas vous donner une image plus forte. C'est l'État ne pourra pas tenir tout ça. Vous avez vu d'ailleurs que les négociations en ce moment même à Bruxelles, Bruno Le Maire, ce qu'il vous a pas dit, c'est que tous les ministres des Finances là, ils se sont insultés. Les Italiens, par exemple, ont failli en venir aux mains. Ça s'est passé hier. Ils ont failli en venir aux mains avec les Hollandais. Ils voulaient le boxer, lui mettre la main sur la gueule. Voilà où on en est l'Europe aujourd'hui. Alors, je peux vous dire que les aides européennes, on attendra. Je voulais vous en parler, l'Union européenne, Pierre Jovanovic. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Union européenne, aujourd'hui? On en est où? Ursula von Leyen, Christine Lagarde et la BCE. Est-ce que c'est la fin de l'Union européenne, cette crise du coronavirus, et surtout la crise qui est là, hein? Totalement, c'est la fin de l'Union européenne. On voit parce que, d'une part, l'Union européenne, il n'y a plus d'union du jour au lendemain, le virus. Au lieu et alors, ce qui est fou avec l'Union européenne, avec Bruxelles, c'est qu'au lieu de distribuer l'argent de la BCE, la fausse monnaie en plus, au lieu de les distribuer aux différents pays touchés gravement comme la France, l'Espagne, l'Italie, etc., que fait Madame Linderhonen? Elle le donne en Afrique pour les aider à lutter contre le coronavirus. Ok, génial. En plus, vous avez vu que le ministre européen, entre guillemets, a démissionné de son poste.
hein, parce qu'il était écœuré par la manière dont l'Europe a répondu. En fait, il n'y a pas de réponse. Vous ne pouvez pas prendre des décisions quand vous avez 26 pays, ou je ne sais pas combien, qui doivent se mettre d'accord. Vous avez toujours un qui ne va pas être d'accord. Voilà. Et les Hollandais, là, ils n'ont pas envie de mettre leurs mains au portefeuille pour sauver l'Italie. Ils n'en ont rien à foutre. Et ils ont raison. Donc, il n'y a pas de solidarité européenne, selon vous, Pierre Jovanovic? Pardonnez-moi, on est en décalage, là, un petit peu. Oui, pour vous, il n'y a pas de solidarité européenne. Mais aucune, ça n'existe pas. On le voit. Regardez, je vous le fais à l'envers. Je vous donne un exemple concret. En 2009-2010, les Allemands ont dit les Grecs, c'est des tricheurs, ils ne payent pas leurs impôts, on va leur imposer l'austérité. Et ça a été un drame. Un drame. Même aujourd'hui, la Grèce, c'est un drame. Quand la Deutsche Bank, qui est en faillite aujourd'hui, donc là, d'un seul coup, le ministre des Finances, c'était l'année dernière, il a dit, bon, on va demander l'aide de tous les pays, y compris la Grèce, pour sauver nos banques. Hein, puisque la Deutsche Bank et la Commerzbank sont en faillite. Mais ils se foutent de qui? Ils se foutent de qui? C'est gravissime ce qui se passe. C'est gravissime. De toute façon, l'Union européenne, je l'ai déjà dit 1000 fois, ça n'existe pas. C'est uniquement une opération américaine pour mettre à la disposition des multinationales américaines 500 millions de citoyens. C'est pour ça qu'ils rachètent toutes nos entreprises. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein, Alstom, on est l'un des exemples. Hein, mais il y en a des milliers, un nombre d'entreprises florissantes françaises qui ont été rachetées brutalement par les Américains, hein, dont la carte à puce. Hein, voilà. Ouais. Mais ça nous donne quoi finalement? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, il nous parle de souveraineté européenne, il n'y a pas longtemps encore il nous parlait de souveraineté européenne, alors qu'Angela Merkel commence maintenant à reparler de souveraineté nationale, notamment pour les masques, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il est à contre-temps totalement et qu'il n'a pas compris ce qui se passe aujourd'hui en Europe et il se tient à la barre européenne comme un espèce de possédé. Pourquoi, selon vous, Pierre Jovanovic, Emmanuel Macron continue à y croire? Attendez, parce que Macron est un banquier à la base, hein, n'oubliez pas. C'est un banquier Rothschild, hein, voilà. Donc un banquier, qu'est-ce qu'il voit? C'est quoi la définition? Rappelez-vous la définition de l'Union européenne. C'est la circulation des biens et des finances, hein, d'argent. Hein, donc là, c'est quelque chose qui les intéresse. Mais là, d'un seul coup, avec le virus, on a vu que plus rien ne circule, surtout pas les masques ou l'entraide, etc. Donc ça a été brutal. Macron fait partie de cette intelligentsia française qui est complètement utopiste avec cette Europe, c'est complètement stupide d'ailleurs, et ils s'obstinent dans leur connerie alors qu'ils voient que c'est en train de détruire la totalité de l'Italie, la totalité de l'Espagne, la totalité de la France. On le voit dans cette crise. Cette crise a eu un effet révélateur de tous les problèmes, littéralement. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est comme si on avait dessillé les yeux de dizaines et de dizaines de millions de Français qui voient exactement ce qu'il en est de l'Union européenne. Et je vous donne un exemple qui est sur ma revue de presse. Hein, à vos spectateurs, allez sur quotidien.com, vous allez le retrouver. Ce virus, en fait, a été un révélateur même aux États-Unis, puisque on a vu la même chose à Paris. Les Parisiens, vous savez, qui ont quitté tout de suite hein, Paris pour aller à leur maison de campagne. Près de 20%, c'est énorme, hein? Oui, les New-Yorkais ont fait exactement la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les États voisins, par exemple le New Jersey, etc., ils ont commencé à les renvoyer chez eux. C'est-à-dire ils ont mis des flics à la frontière entre l'État de New York et l'État de New Jersey et les autres États en disant non, il faut rentrer chez vous, hein, vous ne nous apportez pas votre virus. Donc c'est la première, même dans l'histoire des États-Unis, hein, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc on voit que dès qu'il y a un danger quelconque, c'est terminé, il n'y a plus d'union, c'est chacun pour sa gueule. Voilà. Et là ouais. Pierre Jovanovic, est-ce que c'est pas aussi l'émergence de la fracture de ces France, la France des Gilets jaunes, cette France périphérique, puis une France de classe, on va dire un peu plus, ce que j'appelle moi les classes mondialisées, qui ont d'ailleurs largement vomi sur les Gilets jaunes pendant de longs mois. Et aujourd'hui, on peut imaginer que certains sont bien contents de retrouver la France périphérique quand le mal est à nos portes, ou du moins le coronavirus à nos portes. Est-ce que c'est pas cette fracture des France aussi, au-delà de l'Union européenne, cette fracture des France qui est en train d'émerger comme ça, qui se montre sous son jour le plus obscur finalement? Ah ben, tout à fait, je pense que vous avez tout résumé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on voit, si vous voulez, que la France continue à tourner, mais c'est les Gilets jaunes qui la font tourner. Personne d'autre. La caissière. Moi, je me souviens quand je me souviens quand j'ai couvert notamment toutes les manifestations des Gilets jaunes
l'année dernière et même avant, enfin les toutes premières. J'avais interviewé des caissières, elles étaient 3 ou 4, qui étaient venues de Saint-Nazaire, Elles gagnaient moins que le SMIC. Elles avaient des horaires de travail complètement dingues. Vous voyez, et pourtant, je repense à elles parce que c'est elles qui font tourner aujourd'hui les supermarchés. C'est les éboueurs qui continuent à bosser, c'est les chauffeurs-livreurs, les chauffeurs de camions, les chauffeurs de bus, de métro, etc. Mais toute la classe, toute l'intelligentsia. Est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy récemment dire quelque chose? Non, il s'est taillé. Vous avez vu François Hollande? Il s'est taillé. Tous ces mecs sont des lâches. Ce sont des lâches. Ils se sont barrés. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Bourdin. Vous avez vu, il fait des pubs en disant restez chez vous, etc. Qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il s'est barré dans sa maison de campagne en prétextant un reportage bidon pour BFM dans son bled, quoi. C'est bande d'enfoirés, de lâches, j'allais dire une connerie. Bon. On vous sent extrêmement énervé, mais effectivement. Mais pourtant, Emmanuel Macron nous répète à tout bout de champ, Union nationale, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre, il faut l'union sacrée, l'union nationale. Nicolas, est-ce que vous pouvez vous sentir en union nationale avec une conne comme Sibeth Ndiaye qui arrive à la télévision et qui vous dit ne pas mettre de masque, c'est pas bien. Ensuite, elle arrive 15 jours après, il faut mettre un masque. Non mais attendez, mais oui, avec une bonne dose de mépris en plus. Hein. Pardon? Avec une bonne dose de mépris en plus. Les Français ne savent pas mettre de masque, tout simplement pour ne pas dire qu'on n'a pas de masque finalement à donner aux Français, soignants et autres. C'est un habillage. C'est un habillage, c'est de la com. Ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir est à Bruxelles. On le sait depuis longtemps. Donc, ils font que de la com. Ils contrôlent. D'ailleurs, je vous signale que tous les sondages appartiennent aussi à les instituts de sondage appartiennent à des milliardaires. Hein. Bon, voilà. Donc là, vous contrôlez tout. Vous contrôlez le sondage, vous contrôlez tous les médias. Moi, je vous fais un sondage. 80% des Français sont d'accord avec Sibeth Ndiaye. Et puis, vous posez ça en boucle. Voilà. L'autre jour, j'ai vu un sondage. La popularité d'Emmanuel Macron a explosé. Mais qui veut croire ça? Mais qui veut croire à une chose pareille? Écoutez, moi, c'est simple. De ma vie, en tant que journaliste, je suis journaliste depuis quasiment 40 ans, j'ai jamais été dans une colère semblable. J'ai jamais vu un gouvernement aussi stupide. Je crois que même le gouvernement de François Hollande à côté, c'est quelque chose d'assez supérieur finalement à ces blaireaux d'En Marche. J'ai pas de mots pour décrire, si vous voulez, ce à quoi tous les Français l'ont vu là pendant cette crise. Vous aussi, enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous dans le même état hein, de colère. Ah ben, on est en tant que journaliste et éditorialiste, opinionniste ou éditorialiste. Allez, c'est un mauvais mot, opinionniste. On est assez effaré par la communication, par les tergiversations. Et je voudrais d'ailleurs qu'on parle de ça, parce qu'on a encore un quart d'heure, 20 minutes ensemble, Pierre Jovanovic, et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Il y a beaucoup de monde sur le live en ce moment, beaucoup, près de 1500 personnes, et ça monte en permanence. N'hésitez pas à liker, partager la page. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Vous allez le remettre ensuite sur YouTube dans notre échange là? Oui, ça sera en replay. Tout sera en replay. Vous pouvez le voir sur YouTube ou sur Facebook. Merci en tout cas. N'hésitez pas à aller voir aussi le site de Pierre Jovanovic, bien entendu, quotidien.com. Comme un quotidien. Voilà, vous tombez directement. Et on va mettre tout en commentaire en bas et allez voir Push.media, notre newsletter est gratuite, après vous pouvez vous abonner. Je voudrais qu'on parle, Pierre Jovanovic, pour terminer cette émission, de la mondialisation. On a quand même vu des choses incroyables. On a vu quand même des Français qui vont acheter, l'État français va acheter des masques en Chine, alors qu'on nous avait dit depuis 20 ou 30 ans que l'Union européenne nous protégerait, nous, petits Français, face à la méchante Chine, à la méchante Inde ou autres pays émergents. Et maintenant, nous allons quémander à la Chine des masques et on se les fait voler par les Américains au cul des avions. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Jovanovic, de cette mascarade? Vous l'avez dit vous-même, c'est une mascarade. Trump a donné des ordres, si vous voulez, à la CIA. Alors là, leur service action, ils ont dit bon, ça va, c'est pas une mission trop difficile, aller voler des masques au cul du camion, quoi. Trump protège sa population, ce qui est normal, alors que Sarkozy, Hollande, Macron, ils ne protègent rien du tout. Ils nous ont vendus. Et ils nous ont vendus aux multinationales. N'oubliez pas, Macron a facilité la vente de Alstom. Aujourd'hui, nos sous-marins nucléaires, pour des pièces détachées spécifiques, ou le porte-avions, par exemple, Charles de Gaulle,
ils sont obligés d'avoir l'aval des États-Unis. Il y a des pièces détachées qu'ils ne peuvent avoir que si les Américains acceptent de leur vendre. C'est une aberration. On a fermé toutes les entreprises françaises qui nous assuraient une sorte d'indépendance. Je vous donne un exemple, parce que je l'ai vu lorsque j'étais en dédicace à Vichy. L'armée française, la police française, la gendarmerie, etc., étaient armés de revolvers, etc., de fabrication française, Manurin, ou je ne sais plus quelle était la marque. Figurez-vous qu'ils ont fermé le truc, voilà. Et maintenant, on achète des armes aux Allemands. Voilà. C'est aberrant. Vichy, du jour au lendemain, les prix des maisons à Vichy a été divisé par 3, littéralement. C'est-à-dire qu'une maison qui valait 100 000, je me souviens, on a regardé, je regardais les agences immobilières, les maisons étaient vendues pour 30 000 euros. Voilà. Parce que du jour au lendemain, vous avez 800 ou 1000 personnes, ou je ne sais pas combien, se sont retrouvées au chômage. Tout cet argent, si vous voulez, quand la police française achetait des revolvers à Manurin, les salariés de Vichy, ils étaient payés, tout cet argent, en fait, tournait dans la région. Maintenant, la police française donne l'argent aux Schleux, aux Allemands, Wesh, hein, comme diraient nos grands-mères, et l'argent n'enrichit que les Schleux, hein, les Allemands, les Boches. Voilà. C'est une aberration, c'est une destruction, si vous voulez, des Français, c'est une destruction de la nation. Et là, le coronavirus a eu cet avantage, à nouveau, je vous le redis, c'est que ça a montré, c'est un révélateur. Les rideaux sont tombés, si j'ose dire, les masques sont tombés. Hein, voilà. Alors, là, j'ai l'impression que vous parlez de souveraineté. J'ai l'impression que vous parlez de souveraineté, Pierre Jovanovic. D'ailleurs, on pourrait parler rapidement des médicaments. On se rend compte que le Doliprane n'est plus produit en France et même en Europe depuis 2008. On est obligé d'aller chercher à la Chine. Et là, on se rend compte que des médicaments de première nécessité au niveau des services de réanimation, on a l'impression que l'exécutif est en train de se rendre compte des bienfaits du service public, de l'approvisionnement, de la relocalisation, de la industrialisation, ou la réindustrialisation de la France. Ça aussi, c'est quand même peut-être une idée, une mise en avant de ce qu'un État peut faire s'il a les moyens de le faire sur son sol. Ah, mais on est tout à fait d'accord, mais ça, si vous voulez, c'est le résultat de l'Europe. Hein, le résultat de l'Europe, si vous voulez, de cette libéralisation, si vous voulez, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ce sont les actionnaires, si vous voulez, qui ont pris le pouvoir. Dans le sens où, je vous donne une idée, si en 1980, les actionnaires recevaient, allez, on va dire, je sais pas moi, je dis un chiffre pour vous donner l'échelle, hein, s'ils recevaient 8 millions, d'accord, en fonction, parce qu'ils ont un maximum d'actions, aujourd'hui, en monnaie constante, ils en reçoivent 80. Hein, parce que justement, ils ont délocalisé en Chine, etc. Et parce que là-bas, les mecs, ils sont payés 200 euros plutôt que d'être payés 1200 euros. Et donc, du coup, tout ce différentiel de produits qu'ils vendent quand même au prix européen, ça va directement dans leur poche. C'est aussi simple que ça. Donc, vous assistez à la mort de l'Union européenne, vous assistez à la mort de tout ce que Jacques Attali nous a vendu, toute cette classe de libéraux, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des services, blabla, et de la finance. Et surtout, vous voyez que nous ne sommes plus du tout indépendants, parce que même pour un truc aussi bête que le Doliprane, c'est fabriqué à 3 millions de kilomètres, quoi. C'est une aberration. C'est une aberration. Ça ne fait qu'enrichir, si vous voulez. Je veux dire, je ne comprends même pas comment tout. Si, on comprend bien, si vous voulez. Ils ont acheté la totalité des médias. Je vous donne un exemple. Quand les Américains se sont rendus compte que pour renverser De Gaulle, la meilleure solution, c'était de financer un journal qui s'appelle l'Express. Voilà. L'Express a été financé par les Américains pendant très longtemps. Alors, ils n'ont pas fait un chèque à l'Express, à Jean-Jacques Savant-Schreiber, en disant, tiens, on te file 10 millions de dollars, fais de la pub partout sur toute la France. Non, non, non. Ils ont dit à IBM, ils ont dit à Motorola, ils ont dit à United Airlines, à TWA, vous passez des budgets. C'est-à-dire qu'ils donnaient l'argent à IBM et IBM passait de la pub dans l'Express. C'est comme ça que ça a fonctionné. Vous voyez, et on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que les médias, étant ceux qui partagent l'information, ils ont, au bout de 20 ans, si vous voulez, de matraquage, ils ont passé l'idée, si vous voulez, à toutes les jeunes générations. Aujourd'hui, un gamin de 20 ans ou de 25 ans, pour lui,
le Macron, c'était génial. Moi, j'ai discuté comme ça avec, dans mon entourage, j'avais un jeune de 25 ans qui travaillait avec nous. Il voyait Macron comme la liberté sublime, quoi. Bon, il en est revenu, hein, on est bien d'accord. Mais pour eux, il fallait se débarrasser, si vous voulez, de toute la clique de corrompus qu'il y avait avant. Ça, on l'a vu aussi. Malheureusement, vous savez, les Français ont été habitués à voir des politiques qui ont risqué leur peau pendant la Première Guerre mondiale. Toute cette génération-là a disparu. Le dernier d'entre eux, c'était Charles Pasqua. On va dire ça comme ça. Donc, il faisait toujours passer la France avant. Il était hors de question de vendre nos entreprises aux Américains. C'était interdit. Hein, ils avaient voté des lois. C'est de l'intérêt national. Moi, je vous donne, j'ai suivi les opérations de la CIA pour le rachat d'une entreprise française que vous avez dans votre poche, hein, que tous vos spectateurs ont dans leur poche. C'est la carte à puce. N'oubliez pas, la carte à puce que vous avez dans votre carte de crédit, c'est une invention de Bull et perfectionnée par Moreno, hein, Roland Moreno, qui est mort il y a 4 ans. Il y avait une société qui s'appelait Gem Plus, qui était à Gemenos, hein, à côté de Nice. Et la CIA a fait une opération redoutable pour racheter la totalité de Gem Plus, parce qu'ils savaient pertinemment que la carte à puce, c'était l'avenir et que le monde entier devra utiliser des cartes à puce dans les cartes de crédit et même dans d'autres applications, ou les serrures, vous savez, les serrures pour ouvrir les chambres d'hôtel, et ainsi de suite. Ça vous montre jamais, du temps de cette génération-là, les Américains auraient pu mettre la main sur Gemenos. Jamais. Ou Mathurin, ou toutes les autres. Et je vous donne un dernier exemple. Avant, la marine nationale, par exemple, se fournissait chez Côte d'Armor, entre autres. Maintenant, ils font fabriquer leurs uniformes. L'armée française fait fabriquer ses uniformes au Maroc ou en Tunisie, je sais plus. Enfin, c'est dingue. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Tout cet argent, en fait, au lieu d'enrichir les Français, de donner du travail d'abord aux Français, c'est la chose la plus importante, c'est donner du travail. On se retrouve, si vous voulez, avec grosso modo 10 millions de chômeurs. Hein, si vous mettez tout ensemble, on a 10 millions de chômeurs. Voilà. Officiellement, c'est 4 ou 3, je ne sais plus combien, mais véritablement, c'est 10. C'est tout. Regardez ce qu'a fait Trump. Il a dit aux multinationales qui ont tout délocalisé au Mexique, il a dit, moi j'en ai marre, je vous taxe de 40% si vous ne ramenez pas tout. Il a fait tomber, en l'espace d'1 an et demi, il a fait tomber le chômage au taux le plus bas. J'en ai déjà parlé maintes fois, au taux le plus bas depuis les années 50. Voilà. Et là, en France, on a des millions de chômeurs qui sont en train de crever d'ailleurs aujourd'hui. J'ai encore une question sur ça. De toute façon, on a bien vu qu'on a l'impression qu'on est quand même passé de la Startup Nation à l'hôpital de campagne il y a un mois et demi. Donc, c'est assez ébouriffant comme situation. Mais Emmanuel Macron, quand il a pris la parole, la première fois, cette prise de parole selon elle, il a commencé à nous dire que finalement, il fallait revoir le système de mondialisation, qui avait montré des failles, qu'ensemble, il faudrait revoir ça. Il a remis une couche. Pour vous, c'est de l'incantation ou il n'y croit pas du tout Emmanuel Macron? Et est-ce que la mondialisation va finalement peut-être exploser en France, ou du moins est-ce qu'on va revenir sur une forme de protectionnisme suite à ce crise du coronavirus et peut-être sous la pression populaire? Pierre Jovanovic. Écoutez, tant qu'on aura les politiques, si vous voulez, de En Marche, toute la clique qui est là avec Macron, toute cette clique de traîtres, hein, il n'y a pas d'autre mot, je ne pense pas qu'on reviendra à tout ça, c'est de l'incantation, et dès que ça va être terminé, entre guillemets, ils vont continuer à le faire. Parce que ces mecs-là, si vous voulez, en fait, ils ne font que s'enrichir sur le dos du peuple. Enfin, je sais pas, je n'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui, j'ai jamais été encarté, si vous voulez. Si, quand j'étais jeune, j'étais encarté au RPR, hein, comme parti politique. Donc, et à 14 ans ou 15 ans, j'étais encarté au Parti Socialiste, pour vous donner une idée. Ah oui. Aujourd'hui, je suis prêt à... Enfin, je sais pas, j'ai pas de parti, si vous voulez, qui correspond, mais j'estime que pour se débarrasser, si vous voulez, des 10 millions de chômeurs, il faut arrêter d'avoir cette espèce de mondialisation. C'est de la folie furieuse. Il est hors de question que la France doive acheter ses armes aux Allemands. Je peux vous dire que les Allemands ont dû se marrer, se rouler par terre quand ils ont reçu les commandes de la gendarmerie et de la police nationale pour acheter les nouvelles mitraillettes, là. Que vous voyez d'ailleurs dans les rues, là, quand ils se baladent, s'ils n'ont pas des FAMAS, les nouveaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le fusil mitrailleur, mais ça vient d'Allemagne. Voilà.
mais ils ont dû se rouler, les mecs. Ils ont dit, mais on a réussi notre coup. On a désarmé les Français juste avec une guerre financière, avec une guerre monétaire qui s'appelle l'euro, hein, je vous le rappelle. On revient toujours à l'essentiel, hein. On revient à la monnaie. La monnaie, c'est l'essentiel. Vous pouvez avoir un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite. Si vous ne maîtrisez pas l'économie, vous ne maîtrisez rien du tout. Et c'est ce qu'on a vu avec Hollande, c'est ce qu'on a vu avec Sarkozy. Sarkozy s'est fait enfumer un bleu en 2008. Il s'est fait entuber, c'est un crétin fini. Mais moi, j'ai jamais compris, je n'ai jamais imaginé qu'il se ferait avoir comme ça par les banques. Oui, c'est ce que Jean-Claude Michéa appelle l'alternance unique. Hein. En permanence, on est toujours avec les mêmes. Voilà. Moi, j'ai une question. On va essayer d'être un peu optimiste, même si je sais que c'est compliqué en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une issue politique viable pour remettre tout à plat après la crise du coronavirus? Une dissolution, un référendum sur la présence de la France dans l'Union européenne. Est-ce que c'est envisageable pour vous, Sapir Bojanovic, ou alors est-ce qu'on va vraiment vers des mouvements sociaux qui seront très, très importants? Votre question, Nicolas, est très pertinente dans le sens où, très sincèrement, je pense que seule une révolte populaire, une révolution, peut amener véritablement, si vous voulez, une nouvelle classe politique. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est simple. Écoutez, vous voyez les députés, les clowns qu'il y a En Marche, ou même certains de la France Insoumise. Vous avez vu les débiles mentaux qu'on a? Mais c'est incroyable. Vous avez la grosse là qui a mordu un chauffeur de taxi. Je veux dire, et ce sont ces gens-là qui votent des lois pour nous. Non, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne crois plus du tout en la démocratie parce que les médias ont pris comment dire, un rôle tellement déterminant, si vous voulez, dans les élections, qu'aujourd'hui, je ne vois qu'un gouvernement de salut national, de ceux qui veulent défendre l'intérêt de la nation et rien d'autre. Et qui n'ont aucun intérêt à s'enrichir et qui s'en foutent complètement. Alors que tous ces gens ne font que s'enrichir. Je pense notamment à la députée En Marche qui faisait visiter l'Assemblée nationale en faisant payer les gens, alors que c'est gratuit. Moi, quand j'étais môme, j'allais à la... vous savez, on avait des cours d'instruction civique et donc je me souviens, j'y suis allé gratuitement, j'ai assisté au débat de l'Assemblée nationale, je crois que je devais avoir 15 ans, 16 ans. Vous ne payez pas. Vous avez le droit d'assister au débat et cette pute a fait payer les gens, mais c'est dingue. Voilà ce que c'est que tous ces députés. Vous ne pouvez plus avoir confiance dans la démocratie parce que ce sont les médias qui émettent les idées et les médias sont vendus. Donc, quand vous contrôlez quasiment 100% des médias, techniquement, vous savez, il y a un très bon livre, hein, je le recommande à vos lecteurs. D'ailleurs, sur mon site, vous avez le livre culte, hein, vous pouvez y aller. C'est Roger Gérard Schwarzenberg, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'État spectacle. L'État spectacle vous montre que la télévision a pris un rôle déterminant et que celui qui a le plus d'heures de télévision gagne l'élection. Voilà. Donc, si je devais résumer le livre juste à une phrase, c'est ça. Hein, c'est l'État spectacle. Alors, c'est en 2 volumes. Hein, vous avez volume 1, volume 2. Roger Gérard Schwarzenberg, ancien député de gauche d'ailleurs, mais remarquable livre, hein, chapeau. On a l'impression, Pierre Jovanovic, quand même, que par rapport à ça, le plus d'heures passées à la télévision, aujourd'hui, avec la défiance, on en a parlé tout à l'heure, hein, de la parole publique et de la classe politique dans son ensemble, aujourd'hui, on n'a pas l'impression que celui qui va plus passer à la télé va être élu, hein, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un retournement de situation incroyable et que le point de bascule a complètement changé au niveau, les gens n'y croient plus, très sincèrement. Ils y croyaient pas avant, hein. Maintenant, gilets jaunes opposant la réforme des retraites et consorts. Et ça va être compliqué aujourd'hui de se faire valoir dans une émission de télé pour essayer d'être élu comme président de la République, non? Vous avez tout à fait raison, mais regardez ce qui va se passer. Je vous le donne dans le mille. Aujourd'hui, Macron, la seule chance d'être réélu pour Macron, c'est d'avoir Marine Le Pen en face de lui, pardon. Lapsus, je n'ai pas fait exprès. En face de lui. Donc, le Front National, le Rassemblement National est en faillite totale. Il devrait se déclarer, si vous voulez, en faillite normalement, parce qu'ils n'ont pas remboursé leurs prêts, machin, etc. Donc, vous allez voir un homme d'affaires. Ils sont idéologiques. Je me permets, Pierre Jovanovic, ils sont aussi idéologiquement en faillite. Pardon? Ils sont idéologiquement en faillite aussi, parce que sur l'Union européenne, il ne vous aura pas échappé qu'ils ont énormément reculé sur l'Union européenne, le Front National. Mais ils sont nuls. Marine Le Pen, elle a montré sa nullité crasse lors du débat.
Tout le monde l'a vu. Donc, elle est finie. Elle n'a plus aucune légitimité. Donc, mais vous allez voir, c'est ce que je termine ma phrase, vous allez voir un homme d'affaires qui va sortir de ne sait où et qui va faire un chèque de 30 millions d'euros à Marine Le Pen pour qu'elle paye toutes ses dettes et pour qu'elle puisse se présenter à nouveau aux élections. Voilà. Vous verrez ce qui va se passer. Et donc, les doigts dans le nez, hein, bien entendu, parce que là, il y aura un lever de bouclier. Moi, je ne suis pas du tout pour Marine Le Pen, hein, parce que si Marine Le Pen passe, je peux vous dire que là, on risque une guerre civile. Hein. Là, c'est clair. De toute façon, le nom de Le Pen, maintenant, si vous voulez, ça sent tellement le soufre que les Français ne peuvent plus le supporter. Tout ce qui est Le Pen est maudit. Hein, voilà, je vous le dis tel quel. Donc, aujourd'hui, c'est le plan pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir à nouveau Marine Le Pen en face de lui. Et là, il a son deuxième mandat. Mais il risque de se taper une révolution quand même derrière. Allez, dernière petite question, parce que j'ai envie de vous la poser. Je termine la phrase, parce que la France va être tellement endettée, là je rejoins ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que les centaines de milliards qu'on va emprunter pour payer tout le monde, à un moment donné, il va falloir les rembourser, voilà, tout simplement, et que ça va être une austérité phénoménale, et donc ça va développer un mouvement social encore plus grave que les Gilets jaunes. J'allais vous poser une question. Oui, allez-y. Oui, sur si on ne croit pas à Marine Le Pen, si on ne croit pas à Emmanuel Macron, si on ne croit plus aux Républicains, si on ne croit plus aux socialistes morts et enterrés depuis un certain temps, on rappellera qu'ils ont vendu Solferino pour se renflouer. Est-ce qu'on pourrait pas penser qu'à un moment donné, il pourrait monter, ça a été le cas, on l'avait peut-être évoqué sous les Gilets jaunes, une personnalité publique avec de la gouaille, quelqu'un qui s'exprime bien, qui parle vraiment dans la réalité, ce qu'on peut dire parler vrai, qui connaît les problèmes du peuple, de la France périphérique dont nous sommes certains représentants. Est-ce que quelqu'un comme ça pourrait émerger finalement et coiffer sur le poteau toute la classe politique, les appareils, les partis Est-ce que c'est possible pour vous, Pierre Jovanovic, ça C'est possible, mais uniquement en cas de révolution. Je ne vois pas de... je ne vois pas... J'ai toujours dit... Écoutez-moi. J'ai toujours dit, je le dis depuis d'ailleurs, depuis les émissions avec Laurent quand on faisait la revue de presse sur la radio ici et maintenant sur 95.2, j'ai toujours dit, je pense que je l'ai dit en depuis 2009-2010, hein, je le dis. Je dis qu'à un moment donné, alors ça n'a rien à voir avec le nom de votre émission, mais j'ai toujours dit qu'à un moment donné, l'armée prendra le pouvoir. Pas parce qu'il y aura un putsch, c'est le cas de le dire, hein, on est en phase avec la commission, mais parce que il y aura tellement de désordre à cause de la crise financière et de l'endettement massif du peuple, qu'il n'y aura pas d'autre solution que les militaires seront obligés de prendre le pouvoir parce que de la prostitution crasse de nos politiques. Excusez-moi, mais la France insoumise, vous avez vu la putasserie de ces mecs? Alors, eux qui vous parlent de l'immigrationnisme, machin, oui, faites venir toute l'Afrique, machin, etc., génial, on voit ce que ça donne. D'un côté, de l'autre côté, vous avez vous avez le Rassemblement national qui n'a plus rien, il n'y a plus personne dedans, c'est fini, ils sont morts, cliniquement morts. Il y a aucun, et les socialistes et les républicains, ils sont pro-européistes. Donc, techniquement, si vous voulez, moi, en tout cas, je ne me reconnais pas dans aucun de ces partis, mais aucun, strictement aucun. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont comme vous et moi, qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans ces partis-là et qui ne sont pas prêts d'aller voter. Attendez, regardez le nombre de gens qui vont voter, mais c'est dramatique. C'est absolument dramatique. D'ailleurs, pour revenir à ça, regardez pourquoi les médecins, pourquoi le personnel de santé et les militaires, pas les militaires, les policiers n'ont pas eu des masques, parce que le peu de masques qui nous restait, vous savez ce qu'ils en ont fait? Je l'ai donné dans la revue de presse. En fait, ils les ont envoyés sur les bureaux de vote. Voilà. C'est pour ça, aux assesseurs, pour qu'ils soient protégés, parce qu'ils ont absolument voulu maintenir le vote malgré le virus, alors qu'ils connaissaient tous les dangers. Oui. Et il y a déjà un scandale là qui va commencer, hein, il y a déjà un scandale qui a commencé à partir et je pense qu'il y aura une enquête ou une commission d'enquête là-dessus, hein, parce que plusieurs maires déjà sont décédés récemment. Mais ils vont l'étouffer. Attendez, ils sont majoritaires. En Marche, je veux dire, En Marche est majoritaire à l'Assemblée nationale, ils vont étouffer. Ils étouffent tout, de toute façon. Ils étouffent tout, ils sont payés pour ça.
Mais est-ce que la vague populaire, par exemple, là, effectivement, j'aborde la question de la commission parlementaire, la commission d'enquête parlementaire, pardon, mais la pression populaire est-ce qu'elle pourrait pas être si terrible, si forte, qu'à un moment donné, ça va être compliqué aussi de tout étouffer aujourd'hui? Parce qu'on les sent un peu aux abois en ce moment, hein. Et on finit là-dessus parce qu'on est déjà en temps. Alors, une dernière réponse. Évidemment qu'ils sont, et c'est pour ça que je vous dis, cela risque, si vous voulez, de maintenir le confinement jusqu'à la fin, au moins jusqu'au 15 juin, parce qu'après les gens vont partir en vacances, et donc ils ne font que reporter le problème un peu plus loin. Mais il y aura une révolution, une révolte massive, qu'elle soit réprimée de manière sanglante, comme au Venezuela, comme au Chili, comme en Argentine, etc. Parce qu'aujourd'hui, En Marche est une dictature. Pardonnez-moi, le fait que vous soyez obligés, que nos spectateurs soient obligés de remplir un papier, je suis sorti à telle heure pour aller faire mes courses, mais je t'emmerde, Macron, je t'emmerde. Voilà ma colère. Je comprends qu'on soit confiné, mais de là à dire aux gens, vous n'avez plus le droit de courir, de faire votre jogging jusqu'à 19h, mais attendez, on va où? Du coup, à 19h, tout le monde sort en même temps. Vous voyez, donc, je sais pas, s'ils sont fous alliés, ils sont incompétents, et on voit bien, si vous voulez, qu'il y a un divorce en ce moment entre Matignon et l'Élysée, le Matignon a d'ailleurs demandé la tête de Sibeth Ndébil, là, parce qu'elle ridiculise le gouvernement. Donc, une révolte, effectivement, mais la révolution, il faut qu'elle porte effectivement les gens au pouvoir. Ça peut être un 1789 nouvelle version, hein, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'avenir a toujours plus d'imagination. Écoutez, maintenant que vous me dites ça, moi j'ai annoncé 2 fois, sans le faire exprès, lors d'une vidéo de mois d'octobre 2019 et une autre, celle de novembre ou décembre 2019, j'ai dit qu'au mois de mars 2020, vu la faillite, vu que toutes les banques risquent de voler en éclats, il va se passer quelque chose. Ils vont essayer de maquiller ça, de masquer ça. Hein, je pense que c'est l'interview avec Bild. Hein, vous le retrouverez sur mon site, là où il y a l'onglet vidéo. Hein, je l'ai dit très clairement. Qu'est-ce qu'on a eu au mois de mars? Confinement général, etc. Voilà. Je trouve que dans ce monde, si vous voulez, il n'y a pas de coïncidence. Ça n'existe pas. Et je reviens à ça au début de notre interview. Le fait qu'on ait 2 pandémies au moment où toutes les banques mondiales sont en train d'exploser, de tomber à nouveau, hein, c'est pas un hasard. Ça arrange beaucoup de gens, croyez-moi. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, on nous a invités avec grand plaisir, Pierre Jovanovic. On est un média indépendant. C'est un exercice, c'est mon premier. J'ai jamais aimé trop faire ce genre de choses, mais je me suis dit, bon, je vais essayer d'organiser ça proprement avec de la lumière, de machin. Bon, et là, c'est assez sympa, je trouve. Donc, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, il y a énormément de monde. Il y a plus de 2000 personnes en live en ce moment. C'était très, très bien. On a abordé beaucoup de sujets. C'est une interview cash. Voilà, vous avez parlé et vous avez votre franc-parler. Tous les propos, bien sûr, vous appartiennent. Mais c'est important aussi. J'assume. Hein, oui. Vous savez, ça fait quand même 12 ans que je traite tous les banquiers de putes. Hein, en disant qu'ils ont acheté le gouvernement pour justement cacher leur faillite et prendre tout l'argent du peuple. Une des raisons pour laquelle on a les gilets jaunes, c'est parce que les banques ont pris l'argent du peuple, nos impôts, pour se renflouer. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'a fait le gouvernement? Il a supprimé les hôpitaux, hein, les dispensaires, les crèches, les tribunaux, etc. Et à un moment donné, l'avantage de cette crise, à nouveau, c'est que d'un seul coup, les Français ont vu qu'il n'y a plus d'hôpitaux, qu'il n'y a pas assez de lits, que c'est une catastrophe. Ils ont vu d'un seul coup le résultat de 20 ans de libéralisme et surtout des 10 dernières années avec Sarkozy, Macron et Hollande. Et là, c'est un désastre. On voit l'étendue du désastre. C'est comme Hiroshima après l'explosion, quoi. Entre guillemets, hein, j'entends bien. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de libéralisme, cette espèce de capitalisme qui est aujourd'hui mené par les médias. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est les multinationales ont acheté tous les médias pour contrôler et pour faire élire qui ils veulent. Le Crédit Mutuel, qui possède, par exemple, le Républicain Lorrain, hein, l'Est républicain, pardon. Vous avez 2 candidats pour être député, on va dire, à Nancy. Si le patron du Crédit Mutuel dit, voilà, ça c'est mon candidat, lui, vous allez lui faire 4 interviews par semaine et son opposant, vous lui ferez 4 lignes 1 fois par semaine.
Ben voilà, ben Ouais. c'est tout. C'est Ouais. tout. Mais ça, Les les médias comme le nôtre, Pierre, c'est que c'est ça. Des médias comme le nôtre montrent encore qu'il y a encore la place pour la presse indépendante. On s'interdit rien, bien entendu. Je vous rassure, c'est de plus en plus compliqué de vivre de façon tout à fait indépendante avec des moyens qui sont artisanaux. Mais c'est aussi notre travail de vous donner la parole et de vous laisser vous exprimer auprès de gens. Justement, Nicolas, regardez bien. J'ai vu passer un message l'autre jour. Je vous prends l'exemple de Soral. Soral a fait une vidéo sur le coronavirus. Et qu'a fait YouTube, ils ont bloqué le nombre de ses vues. C'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé le nombre. Vous savez, comme un garagiste malhonnête qui bidouille le kilométrage des voitures d'occasion. Voilà. Vous voyez que même YouTube triche. Hein, même YouTube. Mais combien de fois, je veux dire, je n'ai que 30 000 abonnés sur mon truc YouTube, alors que j'ai des vidéos qui font 500 000, 600 000 vues. Vous avez une explication? Après, ouais. Voilà. Pour finir là-dessus, parce que vraiment, là, on est vraiment hors délai, simplement ce que moi, en tant que directeur fondateur de ce média-là, j'en appelle aussi aux citoyens, aux gens qui nous regardent, vous êtes plus de 2000, aussi à vous abonner aux médias indépendants, quelle que soit votre tendance politique, pour pouvoir soutenir les médias, parce qu'une nouvelle fois, faire des lives comme ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est quand les gens s'abonneront, vous pouvez sur push.media par exemple vous abonner, et c'est parce qu'on aura des abonnés payants qu'on pourra continuer à faire une parole libre, qu'on pourra recevoir des Pierre Jovanovic ou des gens qui sont pas du tout d'accord avec vous et qui ont vraiment une autre vision de la société. Notre boulot, c'est d'inviter vraiment tout le monde et de donner la parole à tout le monde sans faire de chapelle. En tout cas, je voulais vous remercier Pierre Jovanovic pour ce long entretien d'1h16. Vous êtes très nombreux, vous êtes 2200 pratiquement en ligne en ce moment. Je dois vous quitter parce qu'on a une autre interview derrière. Merci beaucoup Pierre Jovanovic. Merci à vous Nicolas. Et je salue tous nos spectateurs et je leur donne rendez-vous sur la revue de presse, hein, sur quotidien.com, ils peuvent suivre. Surtout, c'est là où ça se passe. Tout se passe avec l'argent. Voilà. Suivez l'argent et vous savez ce qui va se passer autour. Pas compliqué. Voilà, le message est passé. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, à partager ce live, à vous abonner à la chaîne YouTube, sur Twitter, Push Media, Push Mag, c'est les deux mêmes comptes. N'hésitez pas à vous abonner. Sur Facebook, c'est pareil. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye et vive la démocratie. Merci à vous. Merci à vous, Nicolas. Au revoir. Merci.